one, go. Devinez où nous sommes. Au-dessus d'un immeuble, sur un terrain de golf, dans un parc d'attractions ou un centre commercial. Perdu. Nous sommes en pleine mer, sur le plus gros bateau du monde. Aussi haut qu'un immeuble de 18 étages, plus grand que la Tour Eiffel, l'Harmony of the Seas est le navire de tous les records, capable d'accueillir 8500 personnes. Un club de vacances flottant, avec des innovations spectaculaires. Un parc intérieur avec 10 000 plantes et des murs végétaux, bordés de cafés et de restaurants où l'on oublierait presque que l'on est sur l'eau. Un bar à cocktails où les barmen sont des robots. Et même une patinoire avec des shows sur glace tous les soirs. Des croisières de rêve à petit prix sur des navires toujours plus impressionnants. L'an dernier, 25 millions de touristes ont embarqué sur ces paquebots de la démesure, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. Les chantiers de construction sont sous pression. 67 navires doivent être livrés dans les 7 ans à venir. Une course au gigantisme, mais à quel prix? De la Méditerranée aux Bahamas, en passant par l'Inde et les États-Unis, nous allons faire le tour du monde de la croisière. Un voyage plein de surprises, loin des clichés que ces géants des mers laissent dans leur sillage. Notre enquête commence sur les bords de la Méditerranée, à Marseille. Magnifique, il est gigantesque quoi. C'est leur première croisière sur ce navire, le plus gros de la compagnie. Oh Fatch, regarde-le, c'est le restaurant là-haut. Il est grand. C'est impressionnant, hein. Ces vacances, Sandrine amplement et ses 2 garçons en rêvent depuis des mois. Je me languis de découvrir l'intérieur. Hein. Ah, ça sent bon les vacances. Pendant une semaine, la petite famille va profiter de l'ambiance festive. Des 3 piscines, des jacuzzis et des activités à volonté. Tout ça pour 550 € par personne. Pour Dylan et Christopher, l'attraction principale, c'est ce toboggan, perché à 30 mètres de haut. Oh purée, je le savais. Oh la glissade. Ah, trop bien. C'était bien? Ah, trop. Grave. C'est génial. La croisière, c'est plus ce que c'était avant. Avant, c'était plus pour les personnes âgées. Maintenant, c'est pour les familles. Il y a même des tout bébés dans les poussettes. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est fait pour tout le monde. Hein, c'est génial. Hein. Aux côtés des 4000 passagers, Sandrine va sillonner la Méditerranée pendant 7 jours. Faire escale en Italie, à Malte et en Espagne. Plus que l'itinéraire, c'est le bateau lui-même qui séduit les vacanciers. On passe par là. Musique à tous les étages, décoration clinquante, Sandrine est sous le charme. Waouh, la classe. Comme mes bijoux. Comme mes bijoux. Je suis assortie aux escaliers. Ils sont plus gros les bijoux.
C'est trop beau. Je suis venue spécialement pour les escaliers, moi, dans cette croisière. Le navire est devenu une destination en soi. C'est sophistiqué, c'est... Pendant son séjour, Sandrine et ses enfants vont avoir l'embarras du choix. 8 restaurants, 7 bars et des spectacles différents tous les soirs. Faire du paquebot l'attraction majeure, une stratégie inventée il y a plus de 40 ans par un visionnaire. Miami, le plus grand port de croisière du monde. C'est ici que nous avons retrouvé le pionnier qui a fait du bateau un nouveau mode de vacances. Dans sa maison, il profite tranquillement de sa retraite. Bob Dickinson a dirigé pendant 35 ans Carnival, la première compagnie mondiale. Il conserve avec fierté les souvenirs de ses heures de gloire. C'est quoi cette affiche ? Ça, c'est une parodie d'affiche de film sur laquelle il est écrit « C'est une année de tueur ». Cette phrase, je la prononçais tout le temps quand on avait fait une super année et qu'on avait de très bons résultats financiers. Bob Dickinson est devenu le tueur de l'année grâce à une idée de génie qui a révolutionné le monde de la croisière. Les premiers voyages remontent au 19e siècle, sur des paquebots luxueux qui traversent l'Atlantique. C'est alors un mode de transport réservé à une élite. Mais dans les années 60, l'avion devient un concurrent majeur. Pour séduire de nouveaux clients, les bateaux sont transformés en clubs de vacances. Sur ces villes flottantes, nous réinventons les vacances. En 1972, Carnival inaugure son nouveau navire, le Mardi Gras. Ce nom, synonyme de fête, n'est pas choisi au hasard. Bob Dickinson, alors jeune vice-président, veut faire du bateau une nouvelle destination. Tous nos concurrents faisaient la promotion des escales. Mais sur une croisière de 7 jours, les touristes passaient 80% de leur temps à bord et seulement 20% en escale. Donc j'ai mis en avant tout ce qu'on offrait sur notre gros bateau. Les 3 piscines, la gym, les 4 groupes de musique, 8 bars. Ça montrait aux gens à quel point on pouvait s'amuser sur un bateau. Une série télévisée providentielle va conforter son choix. Dans les années 80, la croisière s'amuse va populariser ce mode de vacances. La croisière s'amuse, c'était génial. Cette série reflétait parfaitement l'ambiance de fête à bord de nos bateaux. C'est comme si on s'invitait dans le salon des téléspectateurs. Et pour gagner de l'argent avec ces navires, il trouve une recette très efficace. On arrivait à gagner plus d'argent tout en baissant les prix des séjours. En fait, une part importante de nos profits provenait des revenus générés à bord. Quand 900 passagers boivent, dépensent leur argent au casino ou encore dans toutes les boutiques, ou qu'ils achètent des photos, ça fait beaucoup d'argent dépensé en plus. Cette recette a fait la fortune de Bob Dickinson et de sa compagnie. Aujourd'hui encore, rien n'a changé. À bord du bateau, tout est bon pour vous faire dépenser. Au bout de ce couloir, nous retrouvons Sandrine. Elle rêve d'un massage. Bonjour madame, merci. Je voudrais des renseignements sur l'accès au spa. Mais en découvrant les prix, 70 € pour 30 minutes, 99 € pour 45 minutes, 126 € pour 55 minutes. elle déchante un peu. Ça fait cher quand même. Ça fait cher. En moyenne, 30% de plus qu'un institut sur la terre ferme. Ça ne me surprend pas. Je suis au courant que sur les bateaux de croisière, il faut toujours rajouter un petit peu, ou beaucoup.
mais je me fais jamais prendre au piège. Sandrine craque quand même, mais pour le massage le moins cher. 10 € les 10 minutes. Sur le navire, difficile de résister. Les tentations, il y en a à tous les étages. La traditionnelle photo du commandant, vendue 28 €. C'est beau, c'est la classe, c'est la croisière, voilà. Pas une croisière sans shopping dans les 9 boutiques du navire. Les dominos. On peut regarder en L? Oui. C'est un peu le bateau de la tentation, non, ici? Un petit peu, oui, on se fait plaisir. On se fait plaisir dans les boutiques, Il va falloir faire le régime, hein? Hop là. au casino. Et pour toucher le jackpot, les compagnies de croisière ont même inventé un nouveau lieu de tentation, cette fois sur la terre ferme. Ce lieu de tentation, nous n'y avons pas résisté longtemps. Les Bahamas, dans la mer des Caraïbes. Un archipel de 700 îles, souvent privées. Repère de nombreux milliardaires. C'est ici que les compagnies de croisière ont acheté des petits paradis réservés uniquement à leurs passagers. Comme l'île de Castaway Cay, Great Stirrup Cay, Coco Cay, ou encore, plus au sud, Princess Keys et Little San Salvador. Des escales de rêve exclusives, un nouvel argument de vente. Coco Cay est l'une de mes destinations préférées. C'est une escale privée. Il n'y a pas d'autre bateau. L'île est à vous pour la journée. C'est l'idée que je me fais du paradis, avec un sable blanc magnifique. Si vous aimez l'aventure, vous pouvez faire de la plongée, du jet ski, du parachute ascensionnel. Il y a tellement à voir, tellement à faire. Nous avons voulu voir de près ce paradis pour touristes. La compagnie n'a pas souhaité nous y accueillir. Alors nous avons embarqué parmi les 2400 passagers et filmé discrètement notre croisière. 12 heures plus tard, l'île de Coco Cay est en vue. Nous allons y passer la journée. Trop gros pour accoster, le navire reste au large. Nous sommes acheminés sur ce petit bateau. Sur cette île inhabitée, les touristes débarquent par milliers chaque semaine. Avec eux, les membres d'équipage apportent boissons et nourriture. Dans ce rêve tropical, tout est payant. Bonjour, est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? C'est combien? 2 $. Pour profiter de la plage, il faut aussi payer. 16 € le matelas. « 200 € le bungalow. Du côté des activités, il faut débourser 38 € pour 1h30 de kayak, 60 €, 1h30 de plongée, 92 €, 1 heure de jet ski. Pour ces jeux gonflables, c'est 32 € et 23 € pour glisser sur la terre ferme. Et bien sûr, on peut s'offrir de jolis souvenirs. Vers 16 h, les touristes repartent sur le bateau. Ils laissent derrière eux quelques traces de leur passage que les habitants des îles voisines vont effacer. C'est bon pour le business. C'est bon pour tout le monde en fait. Vous savez, sans les touristes, il n'y aurait plus de travail pour nous. Des petits boulots pour les locaux, de gros profits pour la compagnie de croisière. C'est le rêve, plus 1 € ne leur échappe, même en escale. Désormais, chaque croisiériste veut son île privée. Le projet le plus incroyable est situé à une centaine de kilomètres de Miami, sur l'île d'Ocean Cay. Cet îlot de 40 hectares sera bientôt transformé en paradis pour touristes. La compagnie a vu les choses en grand. Dans 2 ans, voilà à quoi ressemblera cette île.
6 plages, des restaurants, des bars, des boutiques, un lagon créé de toutes pièces et même un amphithéâtre de 2000 places pour les spectacles. Le navire débarquera les touristes directement sur l'île. Un investissement de 180 millions d'euros. Cette mainmise des croisiéristes sur les îles des Bahamas commence à être contestée. Notre voyage se poursuit à l'est de l'archipel, sur l'île de Spanish Wells. Cette communauté de 1800 habitants vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Théoline y a fait construire la maison de ses rêves. Il y a 4 ans, cet Américain a quitté les montagnes de l'Utah pour ce décor idyllique. J'ai commencé à venir aux Bahamas quand j'étais enfant. Depuis, j'ai eu la chance de pouvoir y prendre ma retraite. C'est magnifique. J'adore. Mais aujourd'hui, son paradis serait menacé. Théo nous emmène sur une île voisine, très convoitée par les croisiéristes. Voilà Egg Island. C'est l'île que la compagnie Disney souhaitait acheter et privatiser. L'île d'Egg Island est riche de 2 lacs intérieurs et d'une végétation luxuriante. Le gouvernement des Bahamas en est propriétaire. Disney, qui exploite 4 bateaux de croisière, rêvait de la transformer en profondeur. Ils comptaient agrandir les plages. Pour ça, ils auraient dû amener du sable blanc. Ils auraient ainsi créé l'île à l'image d'un paradis pour touristes. Mais 5000, 6000 personnes sur une île aussi petite, les conséquences auraient été énormes et très négatives. Théo tient à jouer les guides pour nous faire découvrir les trésors cachés de cette île. Voici le cœur de l'île. Les poissons grandissent dans ce bassin là-bas. Ils sont abrités par la mangrove. C'est un lieu plein de vie. Vous voyez ces racines? Elles sont en train de pousser. Un abri naturel pour les poissons et les conques qui grandissent dans cette mangrove. On est au milieu d'une crèche. Rien qu'ici, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conques. Elles sont au calme. Et quand elles sont suffisamment grandes, elles partent dans les eaux plus profondes. Vous voyez son pied là? Ici, personne ne les dérange. Alors imaginez s'il y avait des milliers de touristes sur cette île, ce serait une autre histoire. Egg Island est l'une des dernières îles à avoir échappé au tourisme de masse. Pour la protéger des prédateurs, Théo est parti en résistance. En juillet dernier, cet ancien avocat a lancé une pétition sur Internet pour stopper le projet. On a réuni 3397 signatures en 2 semaines seulement. C'est beaucoup pour une petite île comme la nôtre. Assez pour que la compagnie renonce. Je pense que Disney a compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus et que ça allait être compliqué pour eux. Nos bateaux de pêche auraient pu bloquer les allées et venues des navires. Vous imaginez la scène? La menace a reculé, mais l'île n'est pas sauvée. Pour empêcher toute invasion des compagnies de croisière, Théo aimerait que le gouvernement bahaméen classe l'île en réserve naturelle. L'aide de sa communauté est primordiale. Une nouvelle mobilisation commence. Hey Bruno, t'as une minute? Je ne savais pas si tu avais des clients ce matin. Ce guide touristique emmène les vacanciers découvrir Egg Island. Théo sait trouver les bons arguments pour le convaincre de soutenir son projet.
Si les touristes apprennent qu'Egg Island est une réserve naturelle, ils viendront plus nombreux. Et ça fera plus de boulot pour toi et pour les autres. Ouais. C'est une bonne chose de préserver le dernier endroit où on peut aller à la plage et emmener les touristes. Toutes les autres îles ont été vendues. Pour eux, classer Egg Island, ce n'est pas seulement protéger l'environnement, c'est aussi préserver l'économie de leur île. S'il y avait une compagnie de croisière ou des hôtels sur Egg Island, on n'en tirerait plus aucun bénéfice et on perdrait une part de l'héritage de cette communauté. Et pour toujours. Si Théo se bat contre l'arrivée des géants des mers, c'est aussi parce qu'ils peuvent avoir un impact sur l'environnement. Un navire de croisière, c'est une ville flottante qui se déplace en permanence. À bord, les touristes profitent des nombreuses piscines, des jacuzzis, des douches. En moyenne, 5 millions de litres d'eau pompés dans l'océan, soit l'équivalent de 2 piscines olympiques chaque semaine. Une fois traitée, l'eau est rejetée en mer. Dans ce club de vacances, les passagers consomment sans compter au bar, dans les restaurants et les buffets du navire. Une semaine de croisière, c'est plus de 100 000 repas. Une vie à bord qui génère de nombreux déchets, l'équivalent d'une ville de 4 000 habitants. En moyenne, 20 000 bouteilles de plastique, 25 000 canettes sont ramassées par les serveurs. Pour se débarrasser de leurs déchets, certaines compagnies n'hésitent pas à braver des interdits. En 2013, un passager filme de sa cabine des sacs poubelles jetés à la mer par dizaines au large du Brésil. Ça n'était pas que des restes de nourriture, parce qu'on entendait le bruit des bouteilles et des boîtes qui s'entrechoquaient. L'un des sacs s'est déchiré, et on a même vu des briques de lait qui flottaient dans la mer. Ces pratiques seraient fréquentes, selon le salarié qui a filmé discrètement l'un de ses collègues la même année à bord du même navire. Depuis, la compagnie a été condamnée à 600 000 € d'amende. Comment les déchets sont-ils gérés à bord de ces géants des mers? Une compagnie a accepté de nous parler de ce sujet sensible et nous a autorisés à filmer ces poubelles. Nous sommes dans le couloir de l'équipage. Ici, tout est propre et parfaitement huilé. De bon matin, les hommes de ménage défilent. Ils viennent jeter les déchets des passagers. À chaque poubelle, sa couleur. À bord, tout est trié. C'est la loi. Un officier les suit de très près. Nicolas Fortunato vérifie que le tri est bien fait. Jusque dans les cuisines du restaurant. Ça va, tout se passe bien? Dans les couloirs, l'inspection de Nicolas est redoutée. Est-ce que tu as bien trié? Oui, chef. Tu es sûr? Oui. Je vérifie, d'accord? Là, c'est que du plastique. Et les bouchons, je les ai mis là-bas. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas, si le personnel fait pas bien son tri? S'il fait pas bien son tri, une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. 3 fois, ça passe, mais la 4e fois, ça passe pas. Et là, ça ne rigole pas. Il faut vraiment qu'on suive les règles à la lettre. Sinon, on a une amende. Oui, une amende. Une amende qui peut aller jusqu'à 20 € retenus sur leur paye. Pour ces salariés, ce n'est pas rien. Une fois triés, les déchets arrivent ici pour être traités. Comment ça se passe ici? Carton d'emballage, canettes en aluminium, verre, tout est compacté ou concassé pour gagner de la place sur le bateau.
Ces déchets seront déchargés à terre pour être recyclés. La compagnie fait donc des efforts pour préserver l'environnement. Et à bord, ils font tout pour le faire savoir. Nico, comment vas-tu? Grâce à Patricia Gomez, la géo en chef du bateau. Tu as quelque chose pour moi? Ah, j'ai toujours quelque chose pour toi. Si elle vient faire les poubelles, c'est parce qu'elle prépare une activité. Ah, fantastique! Ils sont beaux! Et tu as plusieurs couleurs, c'est génial! Je vais utiliser ça pour faire un aquarium avec les enfants. Et avec ça, je vais faire des algues. J'adore, et aussi des coraux. Vous avez beaucoup d'imagination. Oui. Oh, regardez les enfants, regardez la baleine. La baleine arrive. Grâce à ces jeux éducatifs, Patricia entretient l'image de la compagnie auprès des parents de ces jeunes passagers. La mer est polluée non seulement par les filets des pêcheurs, mais aussi par le plastique jeté par les hommes. Donc on va enlever tout ce qui pollue l'océan. Voilà. Maintenant, prenez vos animaux, on va reconstruire un aquarium tout propre. 1, 2, 3, partez! Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de jeter quand on est à bord d'un navire? Les ordures. Bravo, merci les enfants. Lorsqu'ils grandiront et reviendront en croisière, j'espère qu'ils protégeront la mer autant que nous. Et pourtant, il y a un point noir dont les compagnies de croisière n'aiment guère parler. C'est ce qui brûle dans les cheminées de leurs navires. Nous arrivons à Marseille, le premier port de croisière de France. 500 paquebots y font escale chaque année. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Ces monstres marins font désormais partie du paysage de la cité phocéenne. Mais leur présence imposante commence à inquiéter. Sur leur terrasse de rêve, Michel et Claude Rosier profitent de leur retraite et d'un spectacle que beaucoup leur envient. Quelle belle vue! Un cadre magnifique dans lequel se sont invités ces dernières années les bateaux de croisière. Ah ça y est, il est en train de s'écarter du quai, là. Devant leurs yeux, le balai incessant des géants des mers. Oh là là! Ah, tu vois, moi, quand je vois ça, j'ai envie de partir avec. Mais cette invitation au voyage est très vite gâchée. Oh là, mais là, je crois qu'il fume. Là, tu as vu ça, T'as vu ça, cette fumée, là? Oh là là! Dis donc. Regarde comme ça crache. De la fumée, très vite irritante. Ça pique à la gorge. Tu sens? Ah ouais, c'est un picotement. C'est une odeur extrêmement désagréable. Moi, j'ai des picotements dans le nez, dans la gorge. Bon, c'était quelque chose que je supporte pas du tout, quoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de pollution derrière ça, beaucoup de nocivité. L'épanage de fumée de ces bateaux serait-il nocif pour la santé des habitants de Marseille? Ils se repèrent de loin sur la ligne d'horizon. Ce matin-là, un paquebot fait escale dans la cité phocéenne. Il est attendu avec impatience par un petit groupe que la croisière n'amuse plus. Oh, regarde, mais il est énorme. Il a 12 cheminées, c'est ça? Ces défenseurs de l'environnement guettent les fumées dégagées par les cheminées du navire. Des fumées qui polluent l'atmosphère, car le bateau utilise un fioul lourd bon marché. Lorsqu'il brûle, ce fioul va rejeter des oxydes de soufre et surtout des particules fines.
Selon cet expert allemand, les quantités de particules fines émises par les bateaux sont plus importantes que celles de nos voitures. Un navire de croisière dégage autant de particules qu'1 million de voitures par jour. Il y a moins d'1 million de voitures à Marseille. L'ensemble des voitures de la ville émettent donc moins qu'un navire. C'est impossible qu'il n'y ait pas de conséquences. Il y a forcément des conséquences. Le navire commence sa manœuvre dans le port. Charlotte Lepitre et Daniel Rieger ne quittent pas les cheminées des yeux. Le nuage de fumée reste visible très longtemps dans l'atmosphère. Il doit être très dense. À quai, le navire utilise du diesel marin, moins polluant que le fioul lourd, mais 100 fois plus chargé en soufre que celui de nos voitures. Les moteurs du navire vont continuer à fonctionner toute la journée pour faire tourner les équipements. C'est comme si on avait une usine au milieu de la ville. C'est ça qui pose problème pour l'environnement et la santé des habitants. Quel est l'impact de cette pollution au cœur de la ville? Pour le savoir, ils vont aller au centre de Marseille, à la gare, et mesurer, grâce à ce détecteur, la quantité de particules fines dans l'air. Ils vont se concentrer sur les particules ultra fines, les plus dangereuses, selon Axel Friedrich, car elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Le chiffre est très élevé. On a 20 000 particules par centimètre cube d'air. Au même endroit à Berlin, on serait à 6 000. Ça veut dire qu'en plus des voitures, des bus, des camions, les navires ont un impact sur la qualité de l'air de la ville, qui est bien plus polluée qu'une ville normale. Cette pollution est encore plus visible lors du départ des bateaux. Cette fois, ils vont prendre des mesures dans un quartier résidentiel proche du port. La petite équipe va poser ses appareils dans ce jardin pour enfants, situé juste en face d'un navire prêt à partir. Et on commence à voir de la fumée. Le bateau remet en route ses cheminées et brûle à nouveau du fioul. Au moment du départ, le nombre de particules fines dépasse les 13 000 par centimètre cube d'air et le chiffre monte. On commence à voir les particules ultra fines du navire qui arrivent vers nous. Ouais. Là, on le voit, le vent vient d'arriver, on le sent, rien qu'au nez, et on voit le chiffre qui augmente. Et ce n'est qu'un début. On a les chiffres qui explosent. On a... J'allais vous dire qu'on était dans les alentours des 38 000, et puis on est passé à 41 000 particules. Là, on doit être dans les 43 000. Un pic est même atteint à 57 000. Aucune norme n'existe pour ces particules ultra fines. Mais selon certaines études, elles peuvent avoir des conséquences sur la santé. Ce sont donc les habitants qui sont proches de ce port, qui vont respirer ces particules régulièrement, qui vont être exposés à davantage de risques de problèmes cardiaques, de problèmes respiratoires, de cancer du poumon, etc. En juin 2015, une étude publiée par une université allemande renommée a établi un lien direct entre les émissions des bateaux de croisière, des navires marchands et les maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Les habitants des côtes seraient les plus exposés. Ce pic de pollution a été enregistré dans ce quartier, là où habite Michel, notre retraitée marseillaise, gênée par les odeurs des fumées. Donc ça, on pourrait l'organiser peut-être. Nous la retrouvons en pleine réunion avec son association de quartier. Tous s'inquiètent. Outre les picotements dans la gorge, certains ont trouvé des traces de pollution très visibles. Alors chez vous, toi tu es... Ça c'est la pollution que j'ai sur mes stores. Hein, ce qu'on récolte... C'est pas que de la poussière parce qu'on voit la partie grasse qui reste sur la feuille. Cette poussière grasse, il n'en avait jamais vu autant avant le boom des croisières à Marseille. Jean-Pierre Hérault s'interroge sur les conséquences sur sa santé. Moi, je sors d'un cancer de la gorge, par exemple. J'ai jamais été fumeur.
On a une militante qui était avec nous, qui est plus là, malheureusement ouais. qui est morte d'un cancer des poumons. Qui n'a jamais fumé. Jamais fumé. Et on a eu une hécatombe depuis quelques années. Je ne peux pas ne pas faire la relation entre l'augmentation des bateaux de croisière, jusqu'à 8, 9, 10 bateaux qui arrivent en même temps, le même jour, et puis polluent d'une manière colossale, quoi. Et ma maladie qui est arrivée comme ça, alors que je suis sportif, je ne suis pas fumeur. Voilà. Jean-Pierre habite depuis 20 ans dans le quartier, comme Lucienne Brun, qui elle aussi a des problèmes de santé. Moi, je suis suivie sur une suspicion de cancer du poumon, donc j'attends les derniers résultats. Ces habitants demandent une étude pour mesurer l'impact sanitaire des fumées des navires sur leur quartier. La pollution des bateaux de croisière, effectivement, ça va être le combat de l'année 2017. Il faut que ça aille vite. Voilà. On ne peut plus rester dans cette situation. Pour l'instant, impossible de faire un lien formel entre leur maladie et les fumées dégagées par les bateaux de croisière. Jusqu'à présent, cette pollution encore méconnue n'a jamais été une priorité. Si les habitants des ports sont exposés à la pollution des navires, qu'en est-il pour les passagers? Nous décidons de partir en croisière pour le vérifier. Cette fois, nous allons prendre des mesures en pleine navigation, quand les moteurs tournent à plein régime. Pour ça, nous avons emprunté le détecteur de notre expert allemand. Grâce à cet appareil, nous allons mesurer le nombre de particules ultra fines auxquelles les passagers sont exposés. Pour ne pas attirer l'attention, seul le capteur dépasse de mon sac. Et très vite, les chiffres s'emballent. Là, ça monte, là. 50 000, 69 000, 70 000, 91 000. Ah, là, c'est monté d'un coup, là. On a eu un pic à 109 000. 109 000 particules fines par centimètre cube d'air. Sur leur transat, les passagers respirent 5 fois plus de particules fines qu'à la gare de Marseille. Lorsque je me déplace, les chiffres continuent à osciller. 52 000, 60 000, 71 000, 84 000. Là, j'ai eu un pic à 237 000, là. Nous montons au pont supérieur, là où est installée une piste de jogging, non loin des cheminées. Et là, nouveau pic. 307 000. 307 000 particules ultra fines pour ce jogger. Quant à cette femme qui bronze tranquillement au soleil, c'est encore pire. 380 000 particules. Les chiffres varient sans cesse, mais restent plus élevés qu'au centre de Marseille. Une question se pose. Pourquoi ce fioul riche en soufre, qui dégage de grandes quantités de particules fines, est-il toujours autorisé? Notre voyage se poursuit sur les bords de la Tamise, à Londres. La capitale anglaise est le siège de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Le gendarme de la mer régule notamment les navires de croisière qui trônent fièrement dans l'entrée de l'institution. Ces bateaux ne font pas rêver ce défenseur de l'environnement. Depuis 15 ans, John Maggs vient ici faire du lobbying pour qu'ils utilisent un carburant moins polluant. Les industriels devraient promouvoir un fuel plus propre, mais ils ne le font pas. C'est décevant et c'est même une honte parce que les passagers ne sont pas censés partir en croisière sur des bateaux qui brûlent du fioul sale, nocif pour l'environnement et la santé. Les croisiéristes devraient être plus responsables. Mais dans cette salle, ces compagnies de croisière ont beaucoup d'influence. Et John Maggs est aux premières loges pour l'observer. Leurs bateaux sont immatriculés dans les pays qui sont aussi les plus gros financeurs de cette institution.
le Panama, le Libéria, Malte ou encore les Bahamas. En clair, le gendarme de la mer est en majorité financé par les pays qui ont des pavillons de complaisance. Ils pèsent de tout leur poids pour réglementer le secteur le moins possible. Mais aujourd'hui, John espère que l'OMI va bouger. Les pays pollués par les navires, les États-Unis et l'Union européenne font pression pour baisser le taux de soufre dans le carburant. Nous sommes donc d'accord pour le 1er janvier 2020. Après des heures de discussion, le président de l'OMI tranche. La teneur en soufre dans le carburant va bientôt baisser de 3%, ce qui va réduire le nombre de particules fines. Pour John et son collègue, c'est une victoire. Tu es content? Ouais, toi aussi, non? Oui. D'habitude, on ne dit pas du bien de l'OMI. Mais là, c'est une exception. Ils ont enfin fait ce qu'on attendait d'eux. Des années de bataille pour en arriver là. Mais cette avancée reste timide. La façon dont cette institution est organisée et financée, et les gens qui viennent ici négocier, tout ça a des effets sur le résultat des décisions. Pour moi, c'est très clair. La régulation n'avance pas assez vite et n'est pas assez stricte. Le gendarme de la mer tarde à légiférer. Pourtant, une technologie plus propre existe déjà. Ce bateau est le premier à ne dégager aucune fumée. Son moteur fonctionne au GNL, le gaz naturel liquéfié. Ses cheminées ne rejettent pas de soufre ni de particules fines. 7 navires comme celui-là ont été commandés par les compagnies de croisière. C'est un début, mais ça reste une goutte d'eau comparé aux 300 bateaux qui sillonnent le monde. À Malte, nous retrouvons Sandrine. Elle poursuit sa croisière en Méditerranée. T'as le soleil dans les yeux? Mais moi, ça me va très bien. Cheers! Comme tous les autres passagers, elle ne soupçonne pas la qualité de l'air qu'elle respire à bord du navire. Le gendarme de la mer offre d'autres souplesses aux compagnies de croisière. Sur ce bateau flotte le drapeau du Panama. Ce navire est enregistré dans ce paradis fiscal, où la compagnie ne paye ni charges sociales ni impôts. Tous les salariés qui travaillent à bord dépendent des lois de ce pays. Un contrat unique pour les 55 nationalités. Indiens, Philippins, Roumains, Indonésiens. Au total, 1370 membres d'équipage. Malgré une législation sociale peu avantageuse, ils sont nombreux à vouloir embarquer. Adje Morut, 35 ans, est arrivé il y a 6 mois. Dernier coup d'œil, et sa journée peut commencer. Adje est serveur dans ce restaurant. Vous voulez du thé ou du café? Café. Vous êtes d'où? De l'île Maurice. C'est où? Vous voyez l'Afrique du Sud? Après, vous avez Madagascar, juste à côté. C'est loin. Vous avez dû voyager pour venir jusque-là. Avant, Adje était serveur dans un hôtel de l'île Maurice. S'il a choisi de travailler loin des siens, c'est pour une raison toute simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir travailler ici? L'expérience de travail, aussi l'argent. On fait un peu plus d'argent ici. 2 fois, 3 fois, plus qu'à Maurice. 3 fois plus, soit 1300 € par mois. Mais pour gagner ce salaire, Adje, comme ses collègues, travaille tous les jours, 77 heures par semaine. Bien loin de nos 35 heures. Auparavant, c'était dur, mais on est habitué maintenant. C'est pas une prison pour nous, mais on a le repos aussi. Ouais, on aime ça, on aime le boulot. Pendant ces 9 mois de contrat, Adje n'aura pas un seul jour de repos. Alors la journée, ses temps de pause sont précieux. Le bateau vient d'accoster à Palerme. Comme les passagers, il achète quelques souvenirs pour sa famille. Bonjour.
Vous avez des tailles pour enfants? Oui. Ah, celui-là, il est petit. C'est souvent elle. Bien sûr. C'est pour elle que je suis là. Sa petite fille, il la voit grandir à distance. Quand elle était née, j'étais pas à Maurice. Ouais. Et quand elle a eu 1 an, j'étais pas à Maurice. Là, elle a eu 2 ans, je suis pas à Maurice. Alors. Mais je pense à elle beaucoup. Je pense à elle. Et aussi à ma femme. Ouais. Une vie de famille sacrifiée pour quelques avantages. J'ai réussi à faire mon maison. J'ai marié aussi. Ça coûte cher. Mais sa maison, sa famille, Adji n'en profite que 3 mois par an. Allez, bye, allez, bye. Elle dit toujours, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, mais quand je reste à la maison 3 mois, rien faire. Elle n'a pas d'autre choix de me laisser partir. Motivé par le salaire, Adji remonte toujours à bord. Mais quand la vie bascule, ces contrats de travail sous pavillon de complaisance ne protègent pas toujours les salariés. Un mort et 4 blessés à Marseille sur le paquebot Harmony of the Sea. Le drame s'est déroulé lors d'un exercice de sécurité. L'accident ternit l'image du plus gros navire de croisière lancé en grande pompe au printemps dernier. Le 13 septembre dernier, un canot de sauvetage tombe de 10 mètres lors d'un exercice de sécurité. Une chute fatale pour l'un des membres d'équipage. 4 autres sont gravement blessés et évacués à l'hôpital de Marseille. Une enquête est ouverte pour connaître les raisons de l'accident. Un canot de sauvetage en moins, le plus gros bateau du monde, reprend sa croisière dès le lendemain du drame. Mais pour les victimes, ce sont des vies bouleversées. Sur les bords de l'océan Indien, la forêt du Kerala, au sud de l'Inde. Au milieu de cette plantation d'EVA, nous avons retrouvé l'un des blessés de l'Harmony of the Seas. Allez, c'est l'heure de la toilette. 2 mois après son accident, Justin Rajamani ne peut toujours pas se lever seul. Je prends la ceinture. Sa femme et sa mère sont à son chevet tous les matins. Touche son front. Je crois qu'il a de la fièvre. Justin souffre de 2 fractures en bas du dos et ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Sa femme, infirmière, a dû arrêter de travailler pour l'assister dans tous les gestes du quotidien. Je ne peux pas prendre ma douche seule. Même une chose aussi simple, je n'y arrive plus. Cette photo, c'est tout ce qui lui reste de ses 8 années passées sur les navires de croisière. À 34 ans, ce cuisinier gagnait 1 300 € par mois, 3 fois plus que dans son pays. Ça, c'est le prix que j'ai reçu pour mes 5 ans de travail pour la compagnie. L'accident a ruiné ses espoirs de nouvelles récompenses. Le jour du drame, l'un de ses collègues a filmé son évacuation. La famille découvre la vidéo pour la première fois. Justin ne sait toujours pas pourquoi le canot est tombé brutalement. Ils t'ont emmené à l'hôpital en fauteuil roulant? Non, les fauteuils roulants, c'était juste pour nous emmener jusqu'à l'ambulance. Quand j'ai repris conscience après l'accident, j'ai eu très mal dans le dos. Une douleur horrible. Ensuite, j'ai eu du sang sur la tête. Le jour même, il ressort de l'hôpital et il est pris en charge par l'infirmerie du navire. 2 jours après, la compagnie le renvoie se faire soigner chez lui, en Inde. Commence alors un long périple de 24 heures en avion, puis 12 heures en train. Depuis son retour, il ne tient assis que quelques minutes par jour.
J'aurais préféré que la compagnie me soigne pendant 1 mois avant de me renvoyer chez moi. Le trajet en avion et celui en train ont été très pénibles. Ma blessure s'est aggravée. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Des prières pour guérir, seul espoir de cette famille. Son salaire faisait vivre sa femme, sa fille de 3 ans et sa mère. S'il vous plaît, mon Dieu, soignez mon fils. Quand je les vois pleurer à cause de moi, ça me rend triste. Je pense que je ne pourrai plus jamais travailler pour la compagnie. J'espère qu'ils vont m'aider et me donner un peu d'argent. La compagnie va lui verser chaque mois seulement 15% de son salaire jusqu'à la fin de son traitement. Pas assez pour faire vivre sa famille ni rembourser ses crédits. Justin espère obtenir réparation. Il compte sur un avocat installé à Miami. Julio Alaya est spécialiste du droit maritime. Il y a 20 ans, il défendait une compagnie de croisière. Choqué par ses méthodes, il a décidé de porter la voix des salariés que l'on n'entend plus. Bonjour Justin, c'est Julio Alaya, votre avocat. Comment allez-vous? Ce jour-là, il appelle Justin pour préparer le dossier. Il veut comprendre avec précision les conditions de son retour en Inde. Qui a décidé de vous débarquer à Naples, de mettre un terme à votre contrat et de vous renvoyer chez vous? Qui a pris cette décision? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'avocat n'est pas surpris que Justin soit rentré si vite. Les compagnies mettent un terme au contrat pour faire des économies et se débarrasser du problème. Elles font comme ça avec tous ceux qui tombent malades ou ont un accident. La seule chose qui les intéresse, ce sont les profits. C'est la partie sombre du business. L'employé, c'est un coût. Il le sait, il ne pourra pas obtenir une indemnisation très élevée pour Justin, car son contrat de travail dépend des lois des Bahamas. C'est dans ce paradis fiscal qu'est immatriculé le navire Harmony of the Seas. Aux Bahamas, le juge ne regarde que les pertes financières que nous pouvons prouver. Il ne tient jamais compte des préjudices moraux comme l'anxiété, la souffrance psychologique ou la dépression. L'indemnisation sera d'autant plus faible que depuis 10 ans, les litiges se règlent devant une cour d'arbitrage présidée par un juge payé par la compagnie. Il y a 10 ans, nous pouvions obtenir un accord à $100 000 pour une blessure au dos. Aujourd'hui, à cause de ce système d'arbitrage, tout ce qu'on peut avoir, c'est $40 000. Le montant des indemnisations a été divisé par 2. Nous avons contacté la compagnie américaine dont le siège est à Miami, mais elle n'a pas souhaité commenter le cas de Justin. Et notre pionnier de la croisière, que pense-t-il de ces navires mondialisés? Il y a 40 ans, Bob Dickinson a été l'un des premiers à immatriculer ses bateaux dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, à 74 ans, il défend le système plus que jamais. Vous savez que vous êtes très critiqué pour avoir mis vos bateaux sous pavillon de complaisance. Oui, mais si les gens comprenaient notre modèle, ils feraient la même chose. Par exemple, je suis allé récemment en croisière sur un bateau avec un équipage américain. Ils savent que leur job est protégé, alors ils se relâchent un peu. Nous, on veut un équipage vif, compétitif et très serviable. On a des gens d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique qui lèvent la main pour venir travailler. On n'a qu'à se baisser pour les choisir. Et s'ils ne sont pas bons, on en prend d'autres. On peut être sélectif. Nous recrutons dans le monde entier. Le pavillon de complaisance, moyen de pression sur des équipages sans frontières.
Au terme de notre enquête, notre regard sur ces géants des mers a changé. Ces navires, symboles de la mondialisation, nous ont laissé un souvenir éloigné de l'image de rêve cultivée par les compagnies de croisière.